Super. Ben, bonjour tout le monde. Merci d'être ma première édition de Portrait Marketing. Encore une fois, avec un invité super important, Monsieur Alexandre Gravel, qui est un invité aussi régulier sur les matins marketing. Comme j'expliquais à Alexandre, en fait, c'est le show que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours trippé sur le marketing, les carrières en marketing, etc. Fait que je me suis engagé à passer plusieurs marketeurs en entrevue pour comprendre un peu mieux qui ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils font. Tout ça dans le but de pouvoir aider tous ceux qui veulent bien être aidés. Fait qu'aujourd'hui, Alexandre Gravel, cofondateur de Toast Studio. Merci encore d'être avec moi ce matin. Ben aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Fait que commençons. Écoute, comment est-ce que tu décris ce que tu fais, toi personnellement, dans ton quotidien? Ce que je fais au quotidien, c'est une question qui est dure à répondre parce qu'on peut y répondre de deux façons. Ouais. Ce que je fais moi personnellement au quotidien et ce que l'équipe fait au quotidien chez Toast. Ce que l'équipe fait au quotidien chez Toast, ben, c'est essentiellement de travailler dans le domaine du contenu pour tout mettre en œuvre afin que les gens soient informés, éduqués ou divertis de la meilleure façon possible. Mhm. Ça, c'est ce que je fais au quotidien chez Toast, mais c'est quelque chose que je pourrais pas faire tout seul à aucun moment dans Mhm. la vie. Après ça, ce que moi, je fais au quotidien, bien, c'est de s'assurer que les équipes chez Toast aient toutes les ressources à leur disposition, le temps à leur disposition, les outils à leur disposition pour réussir à accomplir leurs tâches du mieux possible. Super. Et puis, fait que quand tu parlais de ce que font les équipes, est-ce que c'est la manière dont tu décris Toast en général à tes clients ou à n'importe qui à qui tu parles, ou tu poses la question? On a une base de clientèle assez large chez Toast qui va aller de la petite entreprise jusqu'à la très grande organisation et après ça aussi à des diffuseurs télévisuels Mhm. qui sont un spectre de clients qui ont des besoins et des attentes par rapport à ce qu'on peut apporter qui sont très différents. Ça veut dire que ça va pas nécessairement être toujours exactement de la même façon. Il va avoir un peu l'espèce de mission, la raison d'être que je mentionnais tantôt, le Oui. purpose de Toast, qui est d'informer, éduquer et divertir les gens de la meilleure façon possible. Mhm. Mais on va y ajouter une petite couche plus adaptée, plus ciblée à la personne qui est devant nous. Donc, de permettre de créer la relation entre vos consommateurs et votre marque, ou de permettre à vous, le diffuseur télévisuel, de faire croître vos audiences avec le développement de contenu télévisuel de type documentaire, ou magazine, variété ou autre. Donc, on va toujours parler de notre raison d'être, ça c'est sûr, elle est jamais bien loin, on l'a bien à cœur. Mais après ça, on va venir détailler un petit peu plus en prenant peut-être un angle plus marketing d'un côté, Mhm. comme ce que je mentionnais pour les entreprises avec qui on travaille, Oui. les marques, les annonceurs donc, ou bien un angle un peu plus télévisuel là, dans le terme de production de contenu, production d'émissions de télé, pour tout ce qui est diffuseur télévisuel. Fait que la définition de ce qu'on fait, puis c'est un peu je dirais, le désavantage de l'avantage qu'on a, c'est qu'il varie d'un OK. client à l'autre parce que chaque client va avoir droit à sa version de Toast. OK. Je comprends. Fait que, ben, c'est ça. C'est pas un produit, là, finalement, vous offrez quand même un service, ça. Fait que Exactement. c'est ça. Fait que là, si on part un peu, si on press rewind, puis on part un peu en arrière, pourquoi, Mhm. tu sais, pourquoi est-ce que toi, tes cofondateurs ont décidé de partir un Toast Studio? Est-ce que ça s'appelait Toast au début? D'où vient le nom de tout ça? D'où est venue cette idée-là? Pourquoi avoir commencé ça? Oh là là. Ben, tout d'abord, on a parti ça parce qu'on était très naïfs et on avait très peu d'expérience sur le marché du travail. Pour la petite histoire, essentiellement, Toast est né en 2001. Ben, en fait, on a été incorporé en 2001, mais la réflexion a même démarré bien avant ça. Mais à ce moment-là, moi, en mai 2000, je gradue de l'école polytechnique. Donc, je suis ingénieur informatique de formation. En même temps, Yann Kenville, mon cofondateur, lui, gradue de l'INIS qui est donc acronyme pour l'Institut national de l'image et du son, qui forme des Mhm. producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, et lui gradue en production télévisuelle. Et donc, on sort chacun de nos études. On est des chums d'enfance.
Nous, on a fait les mauvais coups à partir de la fin de notre adolescence, pendant tout le temps de nos études aussi. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien partir avec ces deux choses-là? Et puis, dans notre grande naïveté, on s'est dit, ben, mélangeons les deux et partons une boîte qui va faire des sites web pour le cinéma et la télévision au Québec. Donc, informatique et puis production télé, production culturelle. Euh, Tout le monde le sait, je raconte tout le temps la même histoire, mais c'est à peu près vraiment ce qui est arrivé. Ça a duré 48 heures. On a dessoulé. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une scène à faire avec ça. Finalement, ce qu'on a fait, on est un peu allé chacun de notre bord. Moi, j'ai continué à travailler comme preneur de son sur les plateaux de tournage. Donc, je peux aller en ingénierie directement. Lui s'est trouvé un emploi comme producteur dans une maison de production, mais on a décidé de lancer quand même cette mini-idée-là en parallèle, là, un peu en sideline, où on allait faire des sites web. On allait produire justement des sites Internet, puis des beaux microsites pour toutes sortes d'annonceurs. Là. Donc, on s'est dit, on va en faire pour n'importe qui. Donc, on a parti ça un peu tranquillement. Quand je montre la photo du premier bureau de Toast, c'est essentiellement une photo de la rue, de la fenêtre qui donnait sur la rue Saint-Denis, dans mon appart, à ce moment-là, avec un ordinateur, une imprimante inkjet, puis c'est avec ça qu'on est parti. Ouais. Fait on a fait notre boss pendant un certain temps là-dessus, et au fil du temps, on a quand même développé une certaine base de clientèle, toujours en sideline, mais à un moment donné, c'est devenu un peu trop. Et puis, donc Yann travaillait en production télé, moi je travaillais en prise de son sur les plateaux de tournage. Puis je me suis dit, je vais arrêter, puis on va démarrer le bureau. Puis on va vraiment continuer comme ça. Et c'est à ce moment-là que les clients ont commencé à nous demander, ben faites-vous un peu de branding, faites-vous un peu d'identité, faites-vous un peu d'imprimé, faites-vous des brochures, des cartes d'affaires, des choses comme ça. Puis à chaque fois, toujours sous le même thème de la naïveté, on disait oui. Et donc, on est devenu au fil des années un studio de design. Et puis, ça nous a permis de rouler à peu près une dizaine d'années, là, jusqu'en 2008, 2009, 2010, là. Puis, à ce moment-là, il y a le Fonds des médias du Canada qui a été créé, qui permettait de financer des séries télévisuelles. Ben, en fait, c'était issu du Fonds des câbles distributeurs qui finançait déjà la télévision, mais la nouvelle mouture sous forme de Fonds des médias du Canada et ce qui avait de très intéressant, c'est qu'il y avait une nouvelle directive qui disait que toute émission de télé, sauf exception, là, je vais généraliser, se devait d'avoir une deuxième plateforme, donc un site web, une application mobile ou des choses comme ça. Fait que ça nous ramenait à presque 10 ans avant, en se disant, yes, on va faire ça. Okay. Donc, on fait quelques années de site web comme ça. Donc, on est vraiment un studio de design, une boîte digitale, une agence numérique, qui est un peu le terme du jour. Dans ce temps-là, on a une boîte de site web ou studio de design. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'arrive 2010, 2011 et même fin 2011, ça commence à être plus difficile. Okay. Ça commence à être très difficile financièrement. C'est très difficile au niveau du développement des affaires. C'est pas facile de maintenir à ce moment-là une équipe d'une dizaine de personnes. On avait une belle croissance, mais on dégageait pas énormément de marge, on dégageait pas énormément d'argent, ce qui faisait en sorte qu'à chaque année, on finissait, on se payait, mais il restait pas beaucoup d'argent dans le compte de banque. Ce qui fait que dès que ça commençait à être plus difficile, ben là, c'est devenu critique. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est qu'il y avait, à ce moment-là, puis c'est peut-être encore vrai, je suis plus assez dans le milieu, mais il y avait essentiellement deux façons de survivre. Soit que tu étais la saveur du moment en termes de design, donc tu avais les meilleurs directeurs artistiques, donc au niveau de la création, de la créativité, c'était là que ça se passait, ou bien tu n'étais pas cher. Puis nous, c'était deux choses qui ne nous allumaient pas. D'être vraiment soit pas cher, donc jouer ses marges, jouer cheap, livrer le minimum, ou bien de ne pas nécessairement, de devoir constamment se réinventer, mais que ton modèle d'affaires dépend du fait que tu doives te réinventer sans cesse au niveau créatif. Fait que c'était risqué, puis on n'était pas super à l'aise avec ça. Il y en a d'autres qui réussissent très, très bien, mais c'était pas notre cas. Ce qui fait un lundi matin, en 2012, on a pris la décision, en fait, on a pris la décision la veille, mais lundi matin, on a mis tout le monde à pied. On est revenu juste les deux. Juste nous deux avec de grosses dettes et tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu réembauché tout le monde à la pige.
vraiment en leur disant, on va vous donner du travail. Et oui, on a des mandats à terminer, on a des mandats à compléter, puis on va vous aider à vous trouver un emploi, ça c'est sûr. On était vraiment une belle équipe bien soudée. Mais finalement, ça a permis de donner une certaine flexibilité qui fait en sorte qu'on a pu assez rapidement compléter les mandats et assez rapidement aussi renflouer les coffres et puis justement s'affranchir de la dette qu'on avait au cours des années qui ont suivi. Mais la réflexion a été de ne pas faire faillite, de ne pas s'arrêter, de pas abandonner le bateau Oui. et de se dire on va continuer. Et c'est à ce moment-là que on s'est dit, et moi je lisais beaucoup, puis je lis encore beaucoup à gauche et à droite, on se disait comment est-ce qu'on peut peut-être bâtir quelque chose qui nous ressemble un peu plus? Parce que Oui. ce qu'on avait à la fin, ça nous ressemblait pas à Mhm. nous, les deux dirigeants, les deux fondateurs, les deux associés. Oui. Et comment est-ce qu'on peut rebâtir quelque chose qui nous ressemble? Et c'est là que l'espèce de graine du contenu a commencé à émerger. Puis on s'est dit, ben, si on a de la difficulté à produire du contenu et peut-être de la propriété intellectuelle, parce qu'on avait commencé à regarder certaines choses qui tournaient tout autour de la notion de ce qu'on appelle le transmédia et tout ça, qui sont de créer des propriétés qui vont vivre sur plusieurs plateformes. C'était très difficile à financer. On s'est dit, et si c'était les marques qui finançaient ça? Mhm. Puis c'était des choses que j'avais lues un peu, ça, il y en avait un peu en Europe, il y en avait aux États-Unis. C'est là qu'on s'est dit, ben, on devrait peut-être approcher les L'Oréal et les grandes marques de ce monde pour financer peut-être du contenu puis des histoires à raconter. Et on est reparti donc sur un modèle de contenu. On est OK. reparti sur cette idée de Toast pourrait maintenant se consacrer au contenu plutôt qu'au contenant. Euh, et donc, on est reparti à deux, comme ça. On a commencé à embarquer du monde avec nous au fil du temps. On a pu croître recroître, si on veut, à partir de là. C'était un peu une renaissance. Euh, et ce qui nous amène aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, là, 2012, 2000, on est en 2000, fin 2020 en ce moment, Ouais. presque une dizaine d'années plus tard, à avoir maintenant une division qui travaille avec les annonceurs et les marques, une division qu'on a ajoutée il y a environ 5 ans qui travaille en production télévisuelle. Donc, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi ce qu'on fait, mais à partir d'expertise qu'on avait déjà. Yann, comme producteur télévisuel, Mhm. énormément d'expérience là-dedans, donc on a pu développer un secteur très fort de ce côté-là aussi. Mais aussi de travailler à avoir deux divisions qui ont beaucoup d'atomes crochus, dans la mesure où ce qu'on désire faire en production télé, qui est essentiellement de produire un contenu qui va extrêmement bien résonner avec une audience définie, c'est Mhm. exactement ce que les annonceurs nous demandent de faire en développant des contenus qui soient sur les réseaux sociaux, sur leur blog, sur la chaîne YouTube, name it, qui va extrêmement bien résonner avec leurs consommateurs. Donc, c'est de connaître l'audience et de développer les contenus qui vont matcher avec ça. Puis c'est là-dessus qu'on a bâti la chose. Puis, où est-ce qu'on en est 2020? Ben, 2020 étant ce qu'elle est, on est rendu maintenant, non pas avec une troisième division, mais il y a un nouveau secteur qui s'est un peu ouvert dans les derniers mois. On verra où est-ce qu'il nous amène. Peut-être que ça va finir en décembre prochain ou peut-être qu'on va continuer sur encore quelques mois ou quelques années, mais c'est d'appliquer encore ces mêmes expertises-là, ces mêmes réflexes-là, mais dans le secteur événementiel. Ouais. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il y a énormément de marques et annonceurs qui ont besoin de se convertir en une offre en une présentation événementielle virtuelle. Et puis, ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on produit du contenu qui va vivre sur des écrans, comme ce qu'on a en ce moment, et qui va par la suite plaire à une audience donnée, qui sont des gens qui vont être présents à des événements. Et puis, c'est vraiment à la lumière de ça qu'on a développé un peu ce troisième secteur-là, qui est encore tout naissant, qui Ouais. est un peu une forme de R&D. Parce que j'en parlais tantôt, il faut tout le temps un peu se réinventer, mais il faut tout le temps avoir le regard sur qu'est-ce qui va être la prochaine chose que les clients vont nous demander. Et puis, on a fait des tests dans le passé où, hop, on a offert ça, puis il y a personne qui s'est pointé, personne qui a appelé, le téléphone n'a pas sonné. Mais là, on a fait ce test-là, le téléphone sonne, ça va bien, mais en même temps, on n'a pas mis en jeu la boîte avec ça. Fait que, tu sais, t'as là une histoire un peu des 20 dernières années, qui est un peu la version longue, je suis désolé, mais je profite du fait que ça, c'est la version longue de ton contenu à toi.
Donc, je me permettais quelque chose de plus détaillé. Fait que Toast, c'est ça. Ça vient de deux gars un peu naïfs qui ont décidé de faire grandir ça jusqu'à une équipe. Aujourd'hui, on est une trentaine, puis on travaille vraiment exclusivement en contenu. On embauche presque 400 personnes à chaque année qui viennent justement collaborer sur les différents projets. Et puis, c'est vraiment la nature même de ce qu'on veut faire. Puis, ancré bien loin en nous, c'est la raison d'être puis le purpose que je te mentionnais tantôt. Au début. Écoute, ben, merci d'avoir partagé la longue histoire parce que j'ai tellement de questions, je sais même plus dans quelle, quelle direction. Mais si on reste un peu dans le passé, tu sais, pourquoi avoir parti, tu sais, pourquoi pas être parti à l'emploi, tu sais, que ce soit tu sais, en ingénierie ou peu importe quoi d'autre, là, mais Ouais. pourquoi vous avez décidé il faut qu'on parte quelque chose? Pourquoi pas aller juste trouver une job ou pas que C'est une super bonne question. Ça, je me la suis pas posée très souvent, malgré que ma mère me le demande encore. Je dis souvent à la blague, tu sais, moi j'ai parti ma business il y a une vingtaine d'années, puis à ce jour, mes parents ont vraiment hâte que je me trouve une job, là. ouais, Mais c'est parce que, tu sais, je viens d'une famille où où on était dans des emplois stables, où on était dans des situations stables et tout, puis j'ai toujours eu tendance à me mettre en danger. Ça a toujours été le cas. Je parle pas physiquement nécessairement, mais toujours essayer des nouvelles choses. ok. Puis je pense que ça fait partie. C'est dans une de mes valeurs, puis c'est une des valeurs super importantes pour Yann aussi, mon associé. Hmm. Euh, c'est cette importance de croissance. On parlait de se réinventer tantôt, puis de constamment se réinventer, c'est bien, mais ça, c'est un peu extrême. Je pense que la notion de croissance et de développement qui est super importante. Puis, moi, j'ai toujours un désir d'apprendre. Là Hmm. où j'ai pas de fun, c'est quand ça devient un peu trop redondant. Fait que Hmm. pour moi, c'est toujours d'essayer de trouver, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux essayer, quelque chose que je peux développer? Y a-t-il une idée que je vois? Y a-t-il une tendance sur laquelle on pourrait peut-être capitaliser? Puis ça, c'est dans l'ensemble de ma vie, je dirais. Puis c'est quelque chose qui est important pour nous. Fait que je pense que ça venait de nos valeurs, de peut-être pas se chercher nécessairement le petit 9 à 5 métro boulot dodo. Ouais. Puis c'est correct, tu sais, il y a du monde qui sont faits pour travailler à l'emploi, puis il y a du monde qui sont pour être plus entrepreneurs, mais Ou euh, pigiste. Pigiste, c'est la même chose. ouais, Pigiste, c'est un peu le même mindset, mais dans un autre contexte. Mais être pigiste, c'est un peu la même chose. Puis moi, dès le départ, je le mentionnais tantôt, je travaillais beaucoup sur des plateaux de tournage, puis c'était ça. J'étais pigiste, je passais d'une production à l'autre. J'étais dans un bottin, on m'appelait, j'avais des contacts qui pouvaient m'appeler, me référer ou autre, mais c'est un peu comme avoir sa petite business aussi, là. c'est ça, mais fait que, tu sais, ben, j'y pense beaucoup, tu sais, c'est la différence entre les pigistes puis un entrepreneur, si on veut, mais est-ce que ça a pris un certain courage ou peut-être c'était juste naïf, comme tu disais au début, de dire, ben, on va se partir une boîte, on va embaucher du monde, on va, tu sais, est-ce que, tu sais, d'où ça vient cette idée-là? Est-ce que, pourquoi pas juste rester un peu à l'appui, juste développer nos sites web ou faire du contenu nous autres, quoi que ce soit? Ouais, ben je te dirais que j'ai envie de dire c'est beaucoup sur la naïveté, beaucoup plus que le courage. Parce que je vais te dire à chaque fois qu'on a embauché quelqu'un, puis même c'est encore un peu notre réflexe en ce moment, on va embaucher la personne quand on n'est plus capable, quand on Hmm. en a trop. Fait que c'est pas je suis courageux d'investir mon argent dans cette personne-là, c'est j'ai besoin de cette nouvelle personne-là parce que j'ai justement plus la capacité ou le bandwidth pour faire le travail qu'il y a à faire. Euh, mais je pense que c'est beaucoup plus sur la naïveté. Puis après ça, le courage, c'est drôle, on dirait qu'on oublie des fois les dangers, mais en même temps, on essaye toujours de minimiser le risque. Hmm. Fait que chaque pas est fait comme si on essaye quelque chose, c'est pas tant du courage de tout mettre en jeu, c'est parce qu'on essaye quelque chose, mais qui met pas le reste de la baraque Ouais. en danger. Puis est-ce que c'est conscient, ça? Ou est-ce que c'est plus, bah, tu sais, la force des choses fait que non? Ou c'est Ce vraiment l'est, prendre X% de notre budget pour essayer ça, puis... Je pense que ça l'est de plus en plus conscient parce qu'on se retrouve avec quelque chose dans notre cas qui a une belle croissance. C'est pas Ouais. énorme, là. C'est pas méga immense, le toast, mais on se retrouve avec des emplois qu'on veut protéger. On se retrouve avec des gens à qui on ne veut aucun mal, évidemment. On ne veut que du bien, du développement, de la croissance et tout pour chacun. Mais je pense que c'est de plus en plus calculé. On essaie OK, justement de plus en plus savoir ce qu'on fait. Même après 20 ans, là, on en apprend encore. je comprends. Puis
Puis, tu sais, quand tu parlais de tu sais, trouver des nouveaux clients, tu sais, parce que je sais que c'est souvent un enjeu pour du monde, ben, en tout cas, peut-être pour moi, je peut-être parle plus aux jeunes, mais, tu sais, trouver un nouveau client quand t'es pas vendeur, quand t'as jamais fait ça avant, tu sais, comment vous y preniez à l'époque pour trouver vos clients, finalement? Ben, au début, je te dirais, puis ça a été un peu ce qui nous a amené vers 2011-2012, c'était que je me retrouvais, moi, à être dans les opérations. Yann était beaucoup plus dans l'administration et puis il était producteur télé en parallèle aussi, là. C'était un peu à temps partiel dans son cas. Dans Mm. mon cas, c'était à temps plein, mais je me retrouvais à être fortement impliqué dans les projets et fortement impliqué et presque le seul qui faisait du développement des affaires. Mm. Puis en termes de développement des affaires, j'avais aucune expérience, fait que ça se faisait beaucoup sur référence. Il Ouais. n'y avait pas tant de processus ou de façon de faire, mais ça faisait que dès qu'il y avait un projet important qui se pointait, ben là, tout d'un coup, c'est drôle, il y avait comme plus personne qui s'occupait du développement des affaires. Ouais. Donc, on se retrouvait dans un grosse dynamique de cycle qui Ouais. était vraiment pas la bonne, euh, qu'on ne répète plus maintenant. Maintenant, je te dirais que le plus important, c'est de ne pas être impliqué sur les projets pour moi. Je vais me concentrer au développement des affaires, je vais me concentrer à regarder comment on peut s'assurer que les équipes grandissent, les équipes, puis quand je dis grandissent, c'est au niveau individuel, comment les membres des équipes peuvent grandir, comment est-ce qu'on peut assurer que tout le monde a les bonnes ressources, le bandwidth pour faire le travail qu'il y a à faire. Puis ça va être beaucoup ça. OK. Ouais, c'est intéressant. Puis quand est-ce que, tu sais, puis c'est peut-être, je sais pas comment le poser là, mais comment est-ce que tu fais, tu sais, tu me disais, vous attendez d'embaucher, euh, vous attendez que vous êtes plus capable de le fournir pour embaucher, mais tu sais, comment tu fais pour développer cette confiance parce que à un individu, parce que tu sais, t'embauches quelqu'un puis tu sais, c'est ton entreprise, c'est ton argent entre guillemets on the line, puis je sais que c'est plus que juste l'argent, mais tu sais, c'est comment tu fais pour reléguer cette confiance ou déléguer cette confiance à quelqu'un, dire je te fais confiance pour faire ton projet parce que moi il faut que je fasse mon développement des affaires. Ouais, ben il y a deux choses, tu sais, puis c'est là-dessus, c'est super cliché, puis on l'entend partout, mais c'est attitude versus aptitude. Ouais. Puis ça, on va être beaucoup. Dans le passé, on a embauché sur l'aptitude et non pas sur l'attitude, Mm. puis ça nous a attrapé. On se retrouvait avec des personnes qui fitaient pas ou qui s'entendaient pas bien avec tout le monde, ou qui n'avaient pas justement la capacité de c'est une équipe, hein. Ce travail-là se fait en équipe. Fait que on veut pas nécessairement que tout le monde devienne les meilleurs amis, là, puis qu'il y ait 5 à 7 ensemble, mais il faut qu'il y ait une certaine cohésion. Fait que je te dirais que ce shift-là, cette balance-là entre l'aptitude et l'attitude, on va beaucoup plus embaucher maintenant sur l'attitude. Mm. Euh, une personne qui a de la drive, une personne qui est trooper, une personne qui est game de défaire le lave-vaisselle, puis en même temps aller gérer des campagnes médias 2 heures après, Ouais. puis qui va le faire dans le plaisir, pas parce que c'est le fun de défendre la vaisselle, mais juste parce que ça fait partie de la chose, puis il sait que demain, ça sera pas lui, puis ça va être une autre personne, parce que tout le monde met un peu du sien, puis tout le monde a la bonne attitude. Puis après ça, l'aptitude, ça s'apprend. Puis pour nous, c'est une chose tellement importante de s'assurer que les gens apprennent des choses dans leur passage chez Toast, que pour nous, on considère qu'une personne se doit d'avoir les bases, puis après ça, elle pourra apprendre le reste. Ce qui est Ouais. important, c'est qu'elle ait la bonne attitude. Ouais, puis, ben, c'est ça, on entend beaucoup, mais c'est vrai, là, tu sais, c'est juste même moi, là, évidemment, c'était à l'emploi, mais tu sais, embaucher du monde, t'embauches quelqu'un qui a une aptitude, ben, c'est pour aller beaucoup plus loin, là, qui a une attitude, pardon, que tu pourras aller beaucoup plus loin avec, Oui. parce qu'ils croient en ce que tu veux faire, puis ils croient en toi, puis toi, tu peux croire en eux, etc., là, c'est vrai. Puis maintenant que Toast, tu sais, a 20 ans, etc., tu sais, c'est comment, est-ce que les challenges sont pas mal les mêmes? C'est juste, tu sais, trouver des nouveaux clients, etc. Tu sais, c'est comment les challenges ont changé au cours des années? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est quoi les plus gros challenges d'une agence marketing, si on veut, en 2020? Ben, je dirais on a choisi présentement deux industries qui sont vraiment deux industries terribles dans la mesure où elles sont en totale mutation. Mm. La télé est complètement en mutation par rapport au fait que auparavant, c'était beaucoup du rendez-vous, puis on se retrouvait devant la télé tous en même temps en famille sur le divan. C'est plus ça du tout, c'est du Netflix, c'est sur le téléphone, c'est sur la tablette. C'est bien différent. Et où
En marketing, de l'autre côté, ben, c'est en complète mutation. Les besoins sont pas les mêmes. Les attentes des consommateurs sont pas les mêmes. Donc, on se retrouve dans une dynamique où là aussi, il faut s'assurer d'être très agile pour pouvoir se réinventer. Donc, il n'y a pas d'assurance sur le fait que ça va être facile, puis on va pouvoir avancer facilement. Donc, les challenges sont industriels, je Mhm. dirais en ce moment. Et puis, il faut composer avec ça. Et puis, réussir à avoir justement peut-être les gens qui ont la bonne attitude pour pouvoir s'adapter tout au long de la chose. C'est intéressant, puis tu sais, si je ramène ça un peu à ce que tu disais tantôt avec vos événements virtuels, tu sais, comment est-ce que vous faites pour, j'imagine, il n'y a peut-être pas un processus, mais tu sais, pour identifier des opportunités potentielles où investir, se réinventer, etc. Comment est-ce que toi tu fais pour justement essayer d'identifier des nouvelles tendances, pas des tendances, mais des nouvelles opportunités? Euh, ouais. Je pense que c'est beaucoup de la lecture. On parle de croissance puis de développement depuis tantôt, mais c'est beaucoup ça. De lire, de s'informer, d'être curieux. Je pense que c'est beaucoup la curiosité, je le répète souvent. Je pense qu'une des choses qui peut faire en sorte qu'une personne puisse se développer, c'est d'être curieux. C'est Ouais. d'avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Fait que je pense que c'est beaucoup ça, c'est beaucoup mon attitude par rapport à ça. Puis c'est d'être très Hmm. ouvert, puis pas d'être fermé non plus. Si les choses bougent tellement vite qu'il y a peu de chances que la bonne réponse qu'on pense avoir aujourd'hui, ça va être la bonne réponse demain. Ah, je comprends. Oui, et puis dans cette optique-là, si tu sais, on parle de croissance, on parle tu sais, de changement, etc., est-ce qu'il y a des métriques qui sont importantes pour vous autres, tu sais, des métriques que vous suivez? Tu sais, on parle souvent tu sais, en entreprise tu sais, de lead generation, le nombre de leads générés, etc. Est-ce que vous avez des genres de métriques que vous suivez régulièrement pour savoir l'état de la situation, où vous en êtes, etc.? Ben, je te dirais que en termes de développement des affaires, c'est les mêmes métriques que dans n'importe quelle entreprise, surtout dans le domaine du service, là. Hmm. C'est combien de gens on rejoint sur une base régulière, combien de leads on est capable de générer, quel est le taux de conversion de ces leads-là en fonction du produit, peut-être de l'offre de service, disons-le comme ça. Euh, Puis ça, donc ça, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Puis ça, on a vraiment le doigt sur le pouls là-dessus. Là, pour nous, c'est hyper important. On sait exactement qu'est-ce qui se passe à quelle étape du processus. OK. Je te dirais que une chose par rapport à ça que nous, on fait, puis ça va être en lien avec la deuxième métrique qu'on regarde énormément, surtout du côté agence, là. Du côté Mhm. télévisuel, c'est différent. Mais si on se consacre, on parle de marketing aujourd'hui, donc on va parler un peu plus du côté agence. Fait que le développement des affaires, c'est un peu de cette façon-là. Mhm. Mais une chose qu'on applique, nous autres, dans notre processus de développement des affaires, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le expert selling. OK. C'est la vente par l'expert. Ce qui veut dire que le plus rapidement possible, oui, on va peut-être avoir une ou deux personnes qui sont un peu des représentants qui vont faire du débroussaillage, mais Ouais. le plus rapidement possible, puis vraiment presque après un appel de 15 minutes seulement, on amène un expert à la table tout de suite. Ce qui veut OK. dire que le premier 15 minutes, l'appel qu'on va avoir avec le lead, le prospect ou autre, le client potentiel, si on l'a démarché pendant longtemps, très rapidement, ce qu'on essaie de savoir, c'est quoi le besoin immédiat et quel est le type de besoin pour qu'on puisse attacher le bon expert. Si c'est un expert en production vidéo, si c'est un expert en stratégie, si c'est un expert en déploiement, il faut rapidement qu'il y ait cette personne-là à la table, puis le deal va se monter en team avec le représentant et l'expert en contact avec le client. Là. Donc, pas derrière, vraiment côte à côte. Donc, ça, c'est très important de le faire très rapidement. Mhm. Pourquoi? Parce que de toute façon, après, ce qui va arriver dans une entreprise de service, c'est comme à peu près dans n'importe laquelle, tout se joue au niveau des heures facturables, au ratio d'heures facturables. Donc, nous, essentiellement, on a des gens qui ont une disponibilité pendant X heures par semaine, à qui on demande et qu'on va payer pour avoir une disponibilité X heures par semaine. Notre but, c'est de remplir le plus haut possible ces heures-là
par du travail fait sur des projets qui sont facturables. Donc, si une personne est facturable à 60%, il faut que le taux horaire qu'on va utiliser pour cette personne-là, par exemple, puisse couvrir le 40% manquant et le loyer et toutes les autres choses. Donc, l'autre métrique qu'on regarde énormément, c'est le taux d'heure facturable, qui est un indicateur du niveau d'activité dans la boîte. Donc, il nous permet de savoir est-ce que on a les revenus, est-ce que, en fonction du travail qui est fait sur les projets, on a les revenus qui vont nous permettre de tout payer dans le prochain mois, 2 mois, 3 mois. Donc, ça, c'est l'autre métrique qui est hyper importante, c'est les heures facturables. Donc, on n'est pas tant sur après ça, il y a la profitabilité qui va venir en jeu et tout, qui va permettre de toutes sortes de réinvestissements ou toutes sortes de choses aussi, mais ça revient beaucoup à des heures facturables. Ce qu'on vend, des fois je le généralise trop, puis je fais attention en me disant, mais ce qu'on vend, c'est des heures de cerveau. Donc, si tu le vends pas, puis tu l'as, tu la perds. Donc, c'est pas comme dire, ben, je vais faire des crayons à mine, puis je les ai pas vendus, je vais les mettre dans une boîte, puis dans l'entrepôt, puis on les aura quand quelqu'un les voudra. Ouais. Si j'ai 35 heures disponibles d'une personne dans une semaine et que j'en utilise seulement 20, ou que j'ai besoin de réellement son expertise, ses capacités pour seulement 20 de ces heures-là, les 15 autres heures, je les ai perdues d'une certaine façon. Après ça, il y a plein de façons de voir ça. Là, je simplifie énormément, mais c'est là que ça se passe. Parce que tout le modèle de pricing et tout le modèle justement de devis puis de proposition et tout revient à ces heures facturables-là. Ouais. Les taux horaires viennent de là. Ça vient au développement des affaires. Et donc, je boucle la boucle avec ça. Je te fais des réponses longues, là. Mais c'est pour ça que l'expert doit être à côté dès le début. Parce que cet expert-là n'est pas juste un expert, c'est un gestionnaire d'équipe. Il connaît la disponibilité de son équipe, il sait ce que l'équipe est capable de faire, et nous, il faut éviter le plus possible de vendre des projets de 100 heures qui vont en prendre 200 par la suite. Ouais. Donc, c'est pour ça que la personne, l'expert responsable est directement là, et c'est pour ça aussi que les gestionnaires d'équipe sont des experts en la matière et non pas simplement des gestionnaires. Donc, c'est un double défi, si on veut. Intéressant, puis tu sais, j'imagine que c'est quand même quelque chose qui évolue, au fur et à mesure du temps, là, c'est que tu deviens de plus en plus sophistiqué sur par rapport à qu'est-ce que tu observes, comment tu t'améliores, comment tu refais tes processus, etc. Oui. Ben, en fait, on les améliore sans cesse. Puis, tu sais, il y a sûrement plein d'agences qui ont les meilleurs processus puis qui ont réussi à atteindre ce niveau, non pas de perfection-là. Je pense pas que personne réussit à être parfait parce que c'est toujours un peu c'est très humain. Essentiellement, le travail qu'on fait, c'est de la création, c'est de la créativité. Il y a beaucoup de ça aussi. Mais il n'y a pas de manuel non plus. Donc, c'est un peu à chacun d'inventer sa façon de faire. C'est sûr qu'on embauche des gens qui ont peut-être travaillé dans d'autres agences, qui ont travaillé dans d'autres secteurs et qui amènent des best practices, puis qui disent, moi, j'ai déjà vu ça, on le faisait comme ça. Est-ce que ça peut être intéressant pour tous? Puis là, on se pose la question, puis on se dit, oui, ça pourrait être intéressant, mais si on le faisait, mais en l'adaptant de telle façon ou autre. Donc, c'est de se développer des processus aussi qui font du sens. Puis ça, c'est les 3 grands piliers de toute entreprise de service. C'est le talent, les gens qui sont là, les processus qui vont faire en sorte que les choses vont se faire et la base de clients. C'est ce qui définit la valeur d'une entreprise de service. C'est ces 3 choses-là. Si tout dépend du dirigeant, du fondateur ou autre, ben le volet talent n'a pas de valeur dans la valorisation de l'entreprise parce que quand cette personne-là va prendre sa retraite, l'entreprise va s'écrouler. S'il n'y a pas de clients, c'est la même chose. S'il n'y a pas de processus, c'est le free for all. Puis là, il y a de l'argent qui va se perdre. C'est intéressant, puis tu sais, c'est évidemment, moi, je suis pigiste, etc. Tu sais, puis je sais pas où je m'en vais en bout de, ultimement, là, dans 20 ans, où est-ce que je serai rendu, mais à quel point est-ce que le processus devient important dans la vie d'une agence, finalement? Est-ce que c'est dès les débuts, vous avez investi du temps à développer vos processus, ou c'est juste, à un moment donné, tu remarques que c'est plus efficace puis qu'il faut qu'on refaire quelque chose, ou comment ça se passe? Je pense que ça va varier vraiment d'une agence à l'autre, ça va varier d'une entreprise de service à l'autre. Dans notre cas, ben c'est qu'il y a un ingénieur informatique dans le lot des 2 fondateurs qui fait en sorte qu'il a le goût de tout mettre en système. Puis l'autre cofondateur aime bien ça aussi quand les affaires sont bien organisées. Ce qui fait que
on se retrouve dans une situation, on a toujours voulu faire des processus. Mm. Je pense qu'on s'est accroché les pieds, on est tombé, on a essayé plein de systèmes, on a essayé toutes sortes d'affaires qui ont peuvent pas fonctionner ou mieux fonctionner. Puis c'est vraiment par essai-erreur, puis c'est de façon itérative qu'on a bâti les choses. Il y a 5 ans environ, il y a un nouvel associé qui s'est joint à nous, qui OK. s'appelle Serge Beauchemin, qui lui a beaucoup d'expérience justement dans plusieurs entreprises, puis parce que c'est un investisseur dans plusieurs entreprises, puis il a vu, c'est un actionnaire dans plusieurs entreprises, fait qu'il a vu beaucoup de façons de faire. Fait que quand il a vu là où on était rendu il y a 5 ans, il nous a proposé des façons de faire aussi, puis proposé des ressources qui sont venues nous aider à mieux se structurer. Puis je pense que là, on arrive peut-être à une taille aussi où il y a peut-être plus de comparables. Mm. Pas parce qu'il y a plus d'entreprises nécessairement, au contraire, il y a beaucoup plus de très petites entreprises peut-être, Ouais. mais des entreprises qui ont pavé un peu le chemin et puis qui ont développé des bons processus ou des bonnes approches comptables ou des bonnes approches de développement des affaires, des bonnes approches opérationnelles qui permettent justement Mm. d'un peu se baser là-dessus puis d'intégrer ces choses-là à l'intérieur de l'entreprise. Ouais, c'est intéressant. Et puis, ouais, c'est ça. Fait parce que c'est quelque chose que je vois aussi personnellement, là, c'est que quand t'as pas de processus, tu sais, ça devient un peu laborieux. Tu sais, à un moment donné, tu perds beaucoup de temps, tu essaies de refaire, constamment en train de réinventer la roue, Oui. etc. Euh, Là, si on switch un peu encore vers l'équipe, tu as parlé beaucoup d'équipe, tu sais, l'importance de la créativité, etc. Est-ce que vous avez établi, puis évidemment, ce serait propre à Toast, mais des routines, tu sais, des quotidiens, des stand-up quotidiens, des trucs qui vous aident vraiment à développer cette créativité, puis même, peut-être même les processus, etc. Ben, je dirais qu'on essaye toujours. On essaye toujours un de nos gros défis, c'est qu'on a 2 divisions qui Ouais. sont dans des secteurs très différents. Oui, certes, c'est une expertise qui est similaire, je le mentionnais tantôt, entre les deux, mais ça reste des secteurs bien différents et souvent des équipes différentes aussi. Ouais. Fait que nous, on se retrouve à l'intérieur avoir des fois 2 silos, à trouver qu'on a 2 silos puis d'essayer de faire collaborer un peu tout le monde. C'est pas parce que les gens veulent pas travailler ensemble, c'est juste que les cycles sont pas les mêmes. Ouais. Un cycle télévisuel, c'est du 2 ans avant qu'il y ait de l'idée jusqu'à la diffusion télé. Ouais. Dans le cas de l'agence, c'est 2 mois. Ouais. En 2 mois, on a eu le client, on a pris le brief, on a produit, on a diffusé, puis on a même les résultats. Ouais. Donc, tu sais, c'est complètement différent, façon de parler. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ben, c'est qu'on essaye de créer ces espèces de maillages-là. Ça peut être par une rencontre mensuelle entre 2 directeurs de chacune des équipes pour essayer de voir, OK, j'ai-tu quelqu'un d'un côté qui peut aider quelqu'un de l'autre côté et vice-versa? Est-ce que on a des concepts créatifs d'un côté qui pourraient être utilisés de l'autre côté, ou des idées, ou des choses qu'on a remarquées? Fait que ça, c'est une chose qu'on essaie de faire le plus possible. L'autre chose qu'on fait encore là, le plus possible, c'est beaucoup plus difficile en 2020. Mais ben, en fait, c'est impossible en 2020 ou presque. On l'a pas fait. J'avoue qu'on pourrait peut-être le faire. Mais on a eu la tête sur beaucoup d'autres dossiers. Mhm. Mais c'est toute la notion de ce que nous, on appelle les master lunch. Au lieu d'un master class, c'est un master lunch, donc c'est un lunch and learn, où quelqu'un de l'équipe vient présenter quelque chose qu'il a fait, un projet ou quelque chose qu'il aime, des choses comme ça. Ça sert à 2 choses. Ça sert justement à ouvrir des possibles en travaillant la curiosité, Mhm. en développant la curiosité, je veux dire, mais aussi en créant quelque chose de commun entre tous. Fait que ça, c'est une chose. Après ça, tu parlais de stand-up meeting ou de choses comme ça. Dans certaines équipes, ils ont un stand-up meeting à tous les matins. OK. Comment ça va? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis qu'est-ce qui s'est passé hier? Sinon, sur une base organisationnelle, en termes d'entreprise, Mhm. à tous les lundis à 11 heures, il y a un town hall. Tout le monde est là. On demande à peu près tout le monde de pas prendre de rendez-vous. Puis c'est de venir, c'est 15 à 20 minutes ou 30 minutes max où on fait le tour de tout le monde, comment ça va, qu'est-ce qui se passe cette semaine. Et ça, c'est pas quelque chose du confinement, là. C'est quelque chose qu'on fait depuis des années, où OK. on se rencontre tous dans l'espace ouvert. Les directeurs présentent un peu qu'est-ce qui se passe dans leurs équipes cette semaine. Quelqu'un fait une annonce ou on pose des questions, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu quelque chose qu'on a aussi. Euh, Tu sais, puis sinon, après ça, ben il y a je veux dire, chaque
unité ou comment je pourrais dire, donc la gang qui s'occupe du développement des affaires vont avoir leur rencontre hebdomadaire, des choses comme ça. Il n'y a rien de bien flyé, je dirais, de notre côté. Tu sais, j'essaie de voir un peu dans la réflexion sur ta question s'il y a quelque chose qu'on fait qui est peut-être unique, mais pas vraiment. Ça là-dessus, je pense que c'est assez bien intégré dans la culture des entreprises d'ici Mhm. euh, pour euh, pour justement créer cette espèce de lien-là entre les équipes, tu sais, et que ça fasse une équipe. Tu sais, on a une phrase qu'on aime beaucoup, c'est one team, Ouais. c'est on est une équipe et on travaille tous en regardant dans la même direction. Tu sais. Bon. Et puis on va peut-être terminer là-dessus. Là, on va peut-être s'adresser peut-être aux jeunes. C'est-à-dire que, est-ce que tu aurais des conseils d'un pour du monde qui aimerait travailler en agence, ou de deux, le monde qui aimerait se partir d'une agence? D'un, commençons peut-être avec le monde qui aimerait travailler en agence. Tu sais, je suis nouvelle en marketing. Je viens de terminer l'école ou peut-être pas aller à l'école, et puis j'aimerais commencer à travailler en agence. Est-ce que tu aurais des conseils à partager pour ces personnes-là? Je te dirais par rapport à ça, toute personne qui va vouloir travailler et entrer dans le domaine des agences, qui est un domaine très sexy en soi, là, c'est de la créativité, c'est de l'innovation, c'est toutes sortes de choses. Mais prépare-toi et accepte à ce que tes premières années ne soient pas les années les plus intéressantes au monde. Ça prend du monde pour monter les circulaires de IGA qui vont aller dans le Publisac. Ouais. Puis c'est très, très, très formateur Mm. de le faire. C'est important de comprendre comment les choses se font si on veut, après ça, commencer à travailler en équipe, à faire des choses par la suite. Puis c'est un peu la réalité. Faut monter les échelons, puis il faut être patient. Ouais. Ça va aller vite, parce que c'est un milieu qui va très, 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 très vite. Mais il Ouais. faut accepter la patience. Puis des fois, j'ai vu des jeunes ou des gens qui sortent de l'école qui sont un peu impatients, Mm. euh, qui, qui, qui convoitent un poste de direction ou autre, puis qui se disent après 6 mois ou un an ou je sais pas quoi, là, j'exagère peut-être, là, mais Mm. bon, ben, je pense que je suis rendu là. Qu'en réalité, la personne qui est en poste, ça fait 13 ans qu'elle fait ce travail-là, Mm. ce qui est déjà pas beaucoup. Puis peut-être dans une autre entreprise, c'est quelqu'un qui en a 30 années d'expérience, qui Ouais. fait ce job-là. Fait que, attends un peu. Sois patient. Pas patient. Puis, puis quelqu'un qui va t'offrir le poste que tu veux trop Ouais. tôt, c'est peut-être pas la bonne place à aller non plus. Mm. C'est intéressant. Respecte les gens qui te disent, attends, prends Mm. ton temps. Fait que ça, pour les jeunes qui rentrent en marketing, c'est la première chose que je dirais, puis on le voit. Il y en a plein de monde qui l'acceptent super bien, puis qui ont du fun à faire ce qu'ils font, même si c'est pas la campagne la plus haute ou le client le plus haut, Mm. puis ils sont pas impliqués sur les plus gros pitchs. Ils ont du fun quand même. Ouais. Puis juste de par l'attitude, ils vont pouvoir grimper plus vite. C'est intéressant, après, surtout ce que tu disais, que peut-être la personne qui veut te donner accès trop tôt, pas accès, mais peut-être te donner la promotion trop tôt, c'est peut-être pas la bonne personne, parce que c'est tellement facile, surtout en agence où il y a beaucoup de mouvements partout, de peut-être aller, tu sais, sauter trop tôt. Fait que ce conseil de patience est vraiment intéressant, là. Puis, Ouais. en termes de démarcation, tu sais, personne me connaît, là, tu sais, je suis encore à l'université, personne me connaît. Est-ce qu'il y a c'est une façon de mieux se démarquer. Tu sais, on est quand même en 2020. Il y a beaucoup d'opportunités. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est tu sais, quelqu'un qui est moins connu, quelqu'un qui est mieux connu, ça change pas grand-chose? Comment tu vois ça? Comme c'est beaucoup dans l'attitude, surtout pour quelqu'un qui sort de l'école ou quelqu'un qui est nouveau dans l'industrie, tu sais, je pense qu'il y a comment se démarquer, c'est dans cette espèce de volonté d'embarquer puis savoir dans quoi on s'embarque. Je pense que ce qui est important, c'est de connaître Hmm. l'industrie, pas faire du name dropping, là, puis je connais telle personne, puis ah oui, j'entendais parler que telle personne dans telle autre agence. Non, non. Mais de comprendre comment l'industrie fonctionne, ça, je pense que c'est hyper important.
Donc, ça peut être de se tenir dans des événements de réseautage ou autres, où il y a d'autres personnes qui travaillent déjà en agence, qui peuvent expliquer. Il y a des gens généreux aussi dans le domaine, donc qui sont prêts à partager de leur expérience avec des gens qui entrent sur le marché du travail. Sinon, l'autre chose, ben, c'est peut-être d'accepter de donner son temps, puis de se casser les dents sur des clients, des vrais clients, à qui on va offrir. Ça peut être un OSBL, ça peut être toutes sortes de choses, mais de développer une certaine expérience, puis de développer une certaine sensibilité au marché du travail, puis à la relation client. Parce que ça, c'est une autre chose qui est difficile des fois dans notre domaine, c'est que on est en créativité, on est dans les industries créatives. Quand on crée quelque chose, ça nous appartient pas nécessairement, mais on l'a à cœur. Puis c'est difficile qu'un client l'accepte pas ou qu'il l'aime pas. Fait que de se casser les dents un peu avec des clients à qui on offre gracieusement notre temps, puis de devoir essuyer un échec ou un refus ou des choses comme ça bâtit un peu l'attitude, puis ça coûte pas cher, ça coûte du temps qu'on aurait eu, qu'on avait de toute façon. Donc, j'ai envie de dire que c'est peut-être des choses qui peuvent permettre aux personnes qui sont nouvelles dans l'industrie ou sur le marché du travail de mieux comprendre comment ça marche. Parce que des fois, on a une perception de cette industrie-là qui peut être erronée. Ouais. C'est ça, on a fait des fois l'image que, OK, ben, tu sais, on est créatif, fait qu'on peut faire passer n'importe quel projet, puis c'est à la marque de décider, de juste accepter ce qu'on fait, etc. Là, c'est Oui, ça. Je me rappelle au début de ma carrière chez Cossette, il y avait beaucoup de ça, là, tu sais, c'était beaucoup de gestion d'attente d'un bord et de l'autre, là, du client et aussi de l'équipe créative parce que exactement. il y a vraiment une réalité d'affaires en bout de ligne, en bout de ligne. Ouais. Et puis, ben, finalement, si on termine avec un petit conseil à tes futurs compétiteurs, si j'ai envie de me lancer, démarrer une agence, est-ce que quel genre de conseil que tu pourrais partager? Ben, je dirais que c'est de développer une offre de service qui a une certaine forme d'unicité, à moins d'être dans un marché où géographiquement il y a peut-être un peu moins de joueurs, où là on peut se démarquer d'autres façons. L'important c'est d'avoir une certaine unicité, surtout quand on est plus petit, parce que c'est là qu'on va pouvoir aller chercher potentiellement une capacité de pricing ou de prix ou un premium sur ce qu'on offre qui va valoir la peine. Ce qu'on veut pas, c'est devenir la commodité, puis de jouer sur le prix, puis de pouvoir à la limite même être comparé à d'autres. On veut pouvoir être comparé à d'autres parce qu'on veut pas être une espèce d'ovni dans le marché que personne comprend qu'est-ce qu'il offre, mais en même temps, on va être juste assez unique pour être capable de vendre nos services à un prix raisonnable. Donc ça, il y aurait ça, développer une offre de service qui est assez claire, puis juste assez restreinte pour que ça soit qu'il y ait une certaine unicité par rapport à ça. Deux, ça d'être patient aussi. Ça ira pas nécessairement vite. Je pense que c'est le même conseil qu'à l'autre. Ouais. Puis, troisièmement, je l'ai pas mentionné concrètement, ce mot-clé-là, mais la curiosité. Ouais. Être curieux sur l'industrie dans le cas des gens qui entrent sur le marché, mais dans le cas des gens qui veulent partir en agence, d'être très curieux sur les secteurs dans lesquels évoluent nos clients, d'essayer de comprendre le client. C'est beaucoup, la relation client devient, au-delà de l'expertise qu'on offre, devient beaucoup un exercice d'empathie, de comprendre ce que l'autre vit, pour être capable d'y proposer la bonne solution, ou des fois de lever la main puis de dire ah non, ça c'est pas moi, puis de pas aller se casser les dents sur des mandats qu'on n'aurait pas dû prendre. C'est garanti qu'il va en avoir, là, mais d'essayer de les minimiser le plus possible. Puis pour ceux qui démarrent des agences, puis qui ont envie de démarrer une petite business, j'ai beaucoup envie de dire allez lire ce que Jonathan Stark publie, qui est vraiment basé sur toute cette notion du pricing, basé sur la valeur et non pas nécessairement que sur le temps et le matériel. Nous, on n'est pas rendu là, on n'est pas en mesure de le faire nécessairement, mais c'est une très belle réflexion à avoir, puis c'est une très belle posture à avoir face à son client. Fait qu'aux futurs dirigeants d'agence, aux futures personnes qui vont se lancer dans une entreprise ou un défi entrepreneurial par rapport au marketing, allez jeter un coup d'œil à ce que Jonathan Stark écrit. Super. Écoute, merci beaucoup, Alexandre. C'était vraiment fun pour moi, en tout cas.
beaucoup de ton temps. Écoute, j'ai vraiment comme 80 autres questions à te poser, mais ça va être Ouais, voilà. mais nous autres, c'est correct, on peut s'appeler même le week-end aussi, là. C'est bien correct, là. Ça me ferait plaisir de passer du temps à jaser avec toi. Mais c'est sûr que l'image, ben là, il faut toujours qu'il y ait un début, un milieu puis une fin. C'est ça. Mais écoute, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Puis écoute, ton temps est toujours hyper apprécié. Je sais que tu es très occupé, alors merci, merci, merci. Ça me fait plaisir, Fabrice. À bientôt. Bye.